Ma sœur a échangé mes médicaments pour le cœur, en guise de blague. Quand je me suis effondré, mes parents m'ont supplié de garder le silence, mais lorsque le rapport toxicologique est revenu, le visage du médecin est devenu blême. Ce qu'ils ont trouvé dans mon organisme, ce n'était pas juste une farce. C'était une tentative de meurtre. Je m'appelle Sharon, et voici l'histoire de comment ma sœur, Madison, a failli me tuer, comment mes parents ont essayé d'étouffer l'affaire, et comment le karma a servi la justice la plus brutale dont j'ai jamais été témoin. Pour comprendre toute la portée de ce qui s'est passé, il faut que vous connaissiez la dynamique de ma famille. J'ai 24 ans, je suis l'aîné de 2 ans, et je vis avec une malformation cardiaque congénitale appelée cardiomyopathie hypertrophique, depuis ma naissance. Ce n'est pas une condamnation à mort, mais cela exige une médication quotidienne, et une surveillance attentive. Ma sœur cadette, Madison, a toujours été ce qu'on pourrait appeler l'enfant chéri, plus jolie, plus extravertie, et elle a toujours réussi à faire croire à mes parents qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Madison travaille comme préparatrice en pharmacie dans un CVS du centre-ville, un poste qu'elle a obtenu juste après avoir à peine décroché son diplôme de fin d'études secondaires. Elle a toujours été jalouse de l'attention que mon état de santé m'attire, faisant constamment des commentaires désobligeants sur la façon dont je l'exploite pour attirer la sympathie. Elle levait les yeux au ciel chaque fois que je prenais mon médicament, le métoprolol, 2 fois par jour, sans faute. Elle m'appelait Sharon la gobeuse de pilules dans mon dos, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Le décor de ce qui s'est passé a été planté il y a 3 mois, quand Madison a commencé à sortir avec Travis, un gars qu'elle a rencontré dans un bar. Travis a été une source de problèmes dès le premier jour, couvert de tatouages, sans emploi, et demandant constamment de l'argent à Madison. Mes parents, Robert et Linda, l'adoraient, étonnamment. Ils le trouvaient audacieux et intéressant, contrairement à mon petit ami, Jake, qu'ils considéraient comme ennuyeux parce qu'il est comptable. Madison agissait bizarrement depuis des semaines avant l'incident. Elle rôdait autour de moi quand je prenais mes médicaments, posant des questions étranges sur ce qui se passerait si je manquais des doses, ou si je prenais les mauvaises pilules. Je pensais qu'elle était juste curieuse, comme d'habitude. Je n'avais aucune idée qu'elle préparait quelque chose qui allait, littéralement, arrêter mon cœur. Le jour où c'est arrivé, c'était un mardi de mars. Je me préparais à aller travailler dans l'entreprise de marketing où je suis coordinatrice de projet, quand j'ai pris ma dose matinale de métoprolol. Les pilules semblaient exactement les mêmes que d'habitude, de petits comprimés ronds et blancs. Je n'y ai pas prêté attention et je suis parti au travail. Environ 2 heures après le début de ma journée de travail, j'ai commencé à me sentir mal. Mon cœur s'est mis à battre de manière incontrôlable, et je me sentais étourdie et nauséeuse. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être le stress d'une présentation importante que j'avais cet après-midi-là, mais en quelques minutes, je transpirais abondamment et je pouvais à peine reprendre mon souffle. Ma collègue, Jenny, a remarqué que quelque chose n'allait pas quand je me suis affalé sur mon bureau. « Sharon, tu as l'air mal en point. »« Ça va ?» demanda-t-elle en se précipitant vers moi. « Je n'arrive pas à respirer correctement, halettai-je. Il y a un problème avec mon cœur. » La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller dans une ambulance, avec des ambulanciers s'affairant frénétiquement sur moi. L'un d'eux disait quelque chose sur le fait que mon rythme cardiaque était dangereusement élevé, et que ma tension artérielle chutait. J'ai dû perdre connaissance au travail. À l'hôpital, le docteur Martinez, mon cardiologue qui me traitait depuis des années, semblait vraiment perplexe. « Sharon, vos symptômes ne correspondent pas à ce que j'attendrais de votre état, même lors d'un épisode grave. Je vais demander un dépistage toxicologique complet, en plus de vos tests cardiaques habituels. » Mes parents sont arrivés dans l'heure, Madison traînant derrière eux avec des larmes de crocodile coulant sur son visage. « Oh mon Dieu, Sharon, j'ai eu si peur quand maman a appelé, » sanglota-t-elle, me jetant les bras autour du cou dans ce que tout le monde a probablement perçu comme une préoccupation fraternelle. Mais je l'ai senti me murmurer à l'oreille, « N'ose même pas dire un mot sur tes pilules. » C'est là que j'ai compris. Madison avait fait quelque chose à mes médicaments. Le docteur Martinez est revenu avec des résultats préliminaires qui le firent froncer les sourcils. « Sharon, je dois vous poser une question importante. Avez-vous pris d'autres médicaments aujourd'hui que votre métoprolol prescrit ? » « Non, dis-je faiblement. Juste mon médicament pour le cœur habituel ce matin. » Il a échangé des regards avec mes parents et Madison, puis a demandé à leur parler en privé à l'extérieur. À travers les minces murs de l'hôpital, j'entendais des bribes de dispute. La voix de mon père était la plus forte.
Cela pourrait ruiner son avenir. Ce n'est qu'une enfant qui a fait une erreur. Quand ils sont revenus, mes parents étaient pâles, et Madison semblait maintenant véritablement paniqué. Le docteur Martinez s'est assis à côté de mon lit, l'air grave. Sharon, les résultats toxicologiques préliminaires montrent des traces d'adral dans votre organisme, plus précisément une très forte dose de dextroamphétamine. Pour quelqu'un avec votre condition cardiaque, cette combinaison aurait pu être fatale. L'interaction entre l'amphétamine et votre médicament cardiaque a provoqué une tachycardie supraventriculaire. Vous avez de la chance d'être en vie. Madison a éclaté en sanglots. C'était juste une farce. Je ne savais pas que ça lui ferait vraiment du mal. Je voulais juste voir si elle remarquerait la différence. Mes parents sont immédiatement passés en mode gestion de crise. Ma mère a attrapé le bras de Madison. Madison, arrête de parler tout de suite. Elle s'est tournée vers moi, les yeux suppliants. Sharon, ma chérie, Madison ne voulait pas de mal. Elle est jeune et stupide, mais elle n'est pas malveillante. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Mon père est intervenu. Pense à ce que cela pourrait faire à sa carrière, Sharon. Elle pourrait perdre sa licence de pharmacie avant même d'être pleinement certifiée. La famille serait dévastée si cela se savait. J'étais trop faible et choqué pour répondre correctement, mais les implications devenaient claires. Ma sœur avait délibérément échangé mon médicament vital contre de puissants stimulants qui auraient pu me tuer, et mes parents voulaient que je pardonne et que j'oublie. Le docteur Martinez, cependant, n'était pas de cet avis. Je suis désolé, mais je suis légalement obligé de signaler cela. Falsifier les médicaments de quelqu'un, surtout dans un cas qui a entraîné une hospitalisation, est un crime grave. Je dois impliquer les autorités. Mes parents ont passé les 3 jours suivants à me supplier de ne pas porter plainte. Madison pleurait constamment, insistant sur le fait que c'était juste une farce stupide et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Elle a prétendu qu'elle avait obtenu l'adral d'un ami et voulait juste voir si je deviendrais hyperactive comme les jeunes à l'université. Elle a juré qu'elle n'avait aucune idée que cela pourrait interagir avec mon médicament pour le cœur. Je voulais la croire. Malgré tout, elle était toujours ma petite sœur. J'aurais peut-être pu lui pardonner si elle avait montré un remords sincère et une compréhension de ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, le docteur Martinez m'a appelé avec les résultats complets du rapport toxicologique, et son ton était complètement différent. Sharon, je veux que vous veniez immédiatement. Il y a quelque chose de très sérieux dont nous devons discuter. Quand je suis arrivé à son bureau le lendemain matin, le docteur Martinez avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son calme habituel avait été remplacé par une colère et une inquiétude à peine contenues. Sharon, asseyez-vous. Les résultats toxicologiques complets sont revenus, et ce que nous avons trouvé va bien au-delà d'une simple farce. Il a sorti un dossier épais et l'a ouvert devant moi. Les analyses de sang montrent non seulement de l'adral, mais un cocktail de substances qui ont été clairement choisies pour interagir dangereusement avec votre métoprolol. Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des traces de pseudoéphédrine, de pilules de caféine, et de phényléphrine, tous des stimulants qui amplifieraient les effets cardiaques dangereux lorsqu'ils sont combinés à votre médicament. Ce n'étaient pas des pilules jetées au hasard. Quelqu'un a fait des recherches sur ce qui créerait l'interaction la plus dangereuse avec votre condition cardiaque spécifique. Il a sorti des pages imprimées qui ressemblaient à des résultats de recherche sur Internet. La police a enquêté sur l'ordinateur et le téléphone de Madison. Ils ont trouvé de nombreuses recherches sur les interactions médicamenteuses avec le métoprolol, et plus spécifiquement, des recherches sur ce qui arrive aux patients cardiaques qui prennent des stimulants, et comment provoquer des crises cardiaques avec des médicaments. Sharon, ce n'était pas une farce. C'était une tentative calculée pour vous causer un préjudice grave, peut-être même pour vous tuer. La pièce se mit à tourner. Ma propre sœur avait fait des recherches sur la façon de me tuer potentiellement, puis l'avait mis à exécution. Le docteur Martinez a poursuivi, il y a plus. La pharmacie où Madison travaille a des caméras de sécurité. La police a examiné les enregistrements et a trouvé des vidéos d'elle en train de voler les médicaments qu'elle a utilisés. Elle a également accédé à la base de données sur les interactions médicamenteuses à plusieurs reprises pour rechercher les combinaisons spécifiques. Les journaux informatiques montrent qu'elle a passé des heures à rechercher les combinaisons les plus dangereuses possibles. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mais pourquoi? Pourquoi voudrait-elle me faire du mal?
La police a trouvé des messages textes entre Madison et son petit ami, Travis. Je suis désolé, Sharon, mais vous devez savoir la vérité. Il fit glisser un autre document sur le bureau. Il prévoyait d'encaisser la police d'assurance vie que vos parents ont souscrite pour vous lorsque votre maladie cardiaque a été diagnostiquée. Madison était inscrite comme bénéficiaire. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté terrifiante. Madison et Travis avaient tout planifié pour obtenir de l'argent. Ma sœur avait littéralement essayé de me tuer pour toucher une assurance. Quand la police a arrêté Madison au travail 2 jours plus tard, tout le plan s'est effondré. Travis a immédiatement retourné sa veste et a fourni des preuves de leur complot, y compris des enregistrements de Madison parlant de la facilité avec laquelle on pourrait faire passer ma mort pour un accident lié à ma maladie cardiaque. Mes parents étaient anéantis, mais leur réaction n'a fait qu'empirer les choses. Au lieu d'être horrifiés qu'une fille ait tenté d'en tuer une autre, ils étaient plus préoccupés par la réputation de la famille et l'avenir de Madison. Sharon, elle va aller en prison, sanglota ma mère. Ta propre sœur va aller en prison parce que tu n'as pas pu lui pardonner son erreur. Une erreur? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, elle a essayé de me tuer pour l'argent de l'assurance. Mon père est intervenu avec sa logique habituelle. Même si c'est vrai, elle fait toujours partie de la famille. Les familles se protègent les unes les autres. Tu es en vie, et c'est ce qui compte. Traîner cette affaire devant les tribunaux nous détruira tous. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents ne me soutiendraient jamais vraiment. Leur enfant chéri avait tenté un meurtre, et ils voulaient encore que ce soit moi qui fasse des sacrifices. Avant même le début du procès, le cirque médiatique a commencé. Notre petite ville de Millbrook n'avait jamais rien vu de tel, une préparatrice en pharmacie essayant de tuer sa propre sœur pour l'argent d'une assurance. Le journal local, The Millbrook Herald, a publié des articles en première page pendant des semaines. Le titre qui me hante encore est « Une femme de la région empoisonnée par sa sœur dans un complot à l'assurance ». Ma vie est devenue un bocal du jour au lendemain. Des journalistes campaient devant mon appartement. Mes collègues chuchotaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre, et des inconnus à l'épicerie me dévisageaient et me montraient du doigt. J'ai dû prendre un congé de mon travail car le stress affectait mon état cardiaque, ce qui signifiait que j'étais coincé à la maison à regarder les reportages sur ma propre expérience de mort imminente. Le pire était de voir Madison aux nouvelles lors de son arrestation. Elle a eu l'audace d'avoir l'air blessée et confuse, comme si elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde faisait tout un plat de son erreur. Sa photo d'identité judiciaire la montrait en larmes, et la légende disait quelque chose comme « Une sœur en larmes prétend que ce n'était qu'une farce qui a mal tourné ». Jake a été incroyable pendant cette période. Il a pratiquement emménagé pour m'aider à prendre soin de moi et me protéger de l'attention des médias. Il filtrait les appels téléphoniques des journalistes, faisait les courses pour que je n'aie pas à affronter les regards, et m'aidait lors de mes crises de panique quand je devais prendre mes médicaments. Même si les pilules venaient maintenant directement de la pharmacie sous blisters inviolables, j'avais toujours de l'anxiété chaque fois que je devais les avaler. Mes parents, pendant ce temps, ont engagé l'avocat de la défense le plus cher qu'ils aient pu trouver, un type habile nommé Richard Blackwood de la capitale de l'État, spécialisé dans les affaires pénales très médiatisées. Ils ont contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour payer ses honoraires. Cet avocat a immédiatement lancé une campagne médiatique pour dépeindre Madison comme une jeune femme en difficulté qui avait commis une terrible erreur, et non comme une meurtrière préméditée. Je me souviens avoir vu ma mère aux nouvelles locales, plaidant la cause de Madison. Madison est une bonne fille qui a commis une horrible erreur de jugement. Ce n'est pas un monstre. Elle a toujours aimé sa sœur, et ce n'était qu'une farce qui a terriblement mal tourné. Nous demandons à la communauté de faire preuve de compassion envers notre famille pendant cette période difficile. Voir ma propre mère minimiser mon expérience de mort imminente comme une farce qui a mal tourné, alors que je me remettais encore du traumatisme, c'était comme recevoir un nouveau coup de poignard. Les audiences préliminaires ont été brutales. J'ai dû témoigner sur ce qui s'était passé, revivant chaque instant de cette journée terrifiante où mon cœur a failli s'arrêter. L'avocat de Madison, Blackwood, a tenté de me dépeindre comme vindicative et impitoyable, suggérant que j'exagérais la gravité de ce qui s'était passé parce que j'étais jalouse de la relation de Madison avec nos parents. N'est-il pas vrai, mademoiselle Patterson, que vous avez toujours eu du ressentiment envers votre sœur parce qu'elle était plus populaire et extravertie que vous, a-t-il demandé lors du contre-interrogatoire. Non, ai-je répondu fermement. Je n'ai jamais eu de ressentiment envers Madison pour sa personnalité.
J'en ai eu parce qu'elle a essayé de me tuer. Blackwood a insisté. Mais vous admettez qu'il y a eu une rivalité fraternelle entre vous deux. Il y a une différence entre la rivalité fraternelle et la tentative de meurtre, monsieur Blackwood. La procureure, Rebecca Chen, était fantastique. C'était une femme coriace dans la quarantaine qui avait bâti sa carrière sur des affaires pénales complexes. Lors de nos réunions de préparation, elle a expliqué la stratégie. L'équipe de Madison va essayer de faire de cette affaire une histoire de dysfonctionnement familial et de rivalité fraternelle, m'a dit Chen. Ils veulent que le jury voie cela comme une querelle de famille qui a dégénéré, et non comme une tentative de meurtre prémédité. Nous devons nous concentrer sur les preuves, les recherches, la planification, le vol de médicaments, et l'intention claire de vous causer un préjudice grave. En approfondissant les activités de Madison avant l'incident, des détails plus troublants ont émergé. La police avait obtenu des mandats pour ses comptes de médias sociaux, et ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Elle publiait des messages énigmatiques sur Instagram et Facebook depuis des mois avant l'attaque, des choses comme « certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont jusqu'à ce que ce soit parti », et le karma a une façon de remettre les choses à leur place. Plus troublant encore étaient ses messages privés avec Travis. En plus de discuter de l'argent de l'assurance, ils avaient également parlé de ce qu'ils feraient de leur vie une fois que je serais hors du tableau. Travis avait envoyé à Madison des liens vers des appartements qu'ils pourraient louer ensemble, des destinations de vacances qu'ils pourraient visiter, et même des bagues de fiançailles qu'il voulait lui acheter avec l'argent de l'assurance. Un échange de messages textes s'est particulièrement démarqué. Madison, tu es sûr que ça va marcher? Et si elle survit? Travis, bébé, fais-moi confiance. Avec son problème de cœur, même si elle ne meurt pas, elle aura probablement des lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Dans tous les cas, elle ne sera plus un problème. Madison, je veux juste qu'elle disparaisse. J'en ai tellement marre que tout tourne autour de Sharon et de son stupide cœur. Quand on aura l'argent, ce sera enfin notre tour. Ces messages ont été lus à haute voix au tribunal, et j'ai vu le visage de Madison s'effondrer alors qu'elle réalisait à quel point ses propres mots étaient accablants. Ses parents, mes parents, étaient assis dans la galerie derrière elle, ma mère pleurant silencieusement et mon père regardant droit devant lui avec une expression de pierre. Le procès a duré 8 mois, mais cela a semblé des années. Les preuves étaient accablantes, les recherches sur Internet, les médicaments volés, les messages textes avec Travis, et les images de sécurité, tout cela brossait un tableau clair d'une tentative de meurtre prémédité. L'avocat de la défense de Madison a tenté de faire valoir qu'il s'agissait simplement d'une farce qui avait mal tourné, mais le dossier de l'accusation était solide comme le roc. Au cours du procès, des détails encore plus troublants ont émergé. Madison avait lentement remplacé mes médicaments par des placebos pendant des semaines avant le grand événement, testant pour voir jusqu'où elle pouvait aller sans que je ne m'en aperçoive. L'incident de l'Adral était censé être l'acte final qui devait soit me tuer, soit me laisser avec des lésions cérébrales dues à une privation d'oxygène. L'enquête interne de CVS a révélé que Madison volait des médicaments depuis des mois, non seulement pour cet incident, mais pour divers trafics. Ils ont trouvé des preuves qu'elle vendait des médicaments sur ordonnance à des étudiants, utilisant son accès pour alimenter une petite mais rentable activité parallèle. La tentative de meurtre n'était que l'aboutissement d'un schéma de comportement criminel qui s'intensifiait depuis plus d'1 an. Le docteur Martinez a témoigné en tant qu'expert sur les effets spécifiques de la combinaison de médicaments utilisés par Madison. Son témoignage a été dévastateur pour la défense. La combinaison de médicaments trouvés dans l'organisme de Mademoiselle Patterson n'était pas aléatoire, a-t-il expliqué au jury. Chaque médicament a été spécifiquement choisi pour amplifier les effets des autres sur une personne atteinte de cardiomyopathie hypertrophique. Ce niveau de connaissance pharmacologique nécessitait des recherches et une planification. Quelqu'un qui se contenterait de prendre des pilules au hasard dans une armoire à pharmacie n'aurait pas pu obtenir cette combinaison précise et dangereuse. Interrogé sur les conséquences potentielles, le docteur Martinez a été direct. Si Mademoiselle Patterson avait pris ne serait-ce qu'une pilule de plus, ou si elle avait été seule lorsque l'événement cardiaque s'est produit, elle serait morte. La combinaison a été conçue pour provoquer un stress cardiaque maximal, tout en maintenant une dénégation plausible. Cela aurait ressemblé à un accident tragique, lié à sa condition préexistante. Le témoignage le plus accablant est venu de l'ancienne collègue de Madison à la pharmacie, Angela Rodriguez. Angela a témoigné que Madison lui avait posé de multiples questions sur les interactions médicamenteuses et s'était spécifiquement renseignée sur les médicaments qui seraient dangereux pour les patients cardiaques.
Madison m'a demandé ce qui se passerait si une personne ayant une maladie cardiaque prenait accidentellement le mauvais médicament, a témoigné Angela. Elle a dit qu'elle demandait pour une amie dont la sœur avait des problèmes de cœur. Je pensais qu'elle était simplement curieuse de son travail de pharmacie, alors je lui ai expliqué les contre-indications et les interactions médicamenteuses dangereuses. Je n'avais aucune idée qu'elle prévoyait d'utiliser ces informations pour blesser quelqu'un. Angela a également révélé que Madison lui avait demandé de la remplacer spécifiquement les jours où certains médicaments étaient livrés à la pharmacie. Cela permettait à Madison de voler les médicaments dont elle avait besoin, sans être détectée par le système d'inventaire automatisé. Le témoignage qui m'a le plus brisé le cœur est venu de notre amie de la famille, Madame Henderson, qui nous connaissait, Madison et moi, depuis notre enfance. Elle a témoigné de conversations qu'elle avait eues avec Madison au fil des ans, sur le fait de se sentir éclipsée par ma condition médicale. Madison m'a dit qu'elle avait l'impression que Sharon recevait toute l'attention à cause de ses problèmes de cœur, a témoigné Madame Henderson en larmes. Elle disait qu'elle se sentait invisible dans sa propre famille. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, que ses parents aimaient les deux filles de la même manière, mais elle semblait convaincue que les besoins médicaux de Sharon faisaient d'elle l'enfant préféré. Madame Henderson a poursuivi, je n'aurais jamais imaginé que ces sentiments de jalousie mèneraient à quelque chose comme ça. Madison a toujours été une fille douce, mais elle avait un côté méchant quand elle se sentait lésée. J'aurais dû en parler à leurs parents, mais je pensais que c'était une rivalité fraternelle normale. Le témoignage de Travis a été particulièrement révélateur sur la dynamique de leur relation et sur la manière dont le complot de meurtre s'est développé. Il a admis qu'il avait initialement suggéré le plan d'assurance après avoir appris l'existence de ma maladie cardiaque lors d'un dîner de famille. Madison se plaignait de l'argent que ses parents dépensaient pour les frais médicaux de Sharon, et du fait que Sharon hériterait probablement de tout à cause de sa condition, a témoigné Travis en bénéficiant de l'immunité. J'ai mentionné que les assurances vie paient beaucoup pour les décès accidentels, et Madison a eu ce regard, comme si je venais de résoudre tous ses problèmes. Travis a décrit comment Madison est devenue obsédée par l'idée au fil des semaines. Elle a fait des recherches sur mon horaire de prise de médicaments, a appris mes routines quotidiennes, et a même essayé de savoir si j'avais d'autres problèmes de santé qui pourraient être exploités. Elle était méticuleuse, a poursuivi Travis. Elle a fait des feuilles de calcul sur les interactions médicamenteuses, a chronométré le temps de réponse des ambulanciers dans différents quartiers de la ville, et a même fait des recherches sur les hôpitaux qui avaient les meilleures unités cardiaques. Elle voulait s'assurer que si Sharon survivait, il n'y aurait aucune preuve permanente de ce qui s'était passé. L'accusation a également présenté des preuves de l'historique de recherche Internet de Madison, qui brossait le portrait de quelqu'un qui planifiait cela depuis des mois. Ces recherches comprenaient combien de temps avant qu'un médicament pour le cœur cesse de fonctionner, signe de surdose accidentelle de médicaments, une autopsie peut-elle détecter des médicaments échangés, paiement d'assurance vie pour décès accidentel contre décès naturel, meilleur moyen de cacher les preuves de falsification de médicaments. La défense a tenté de faire valoir que ces recherches n'étaient que la curiosité de Madison au sujet de ma condition médicale, et une tentative de comprendre ce que je traversais. Mais la nature spécifique et systématique des recherches, combinée à la chronologie qui coïncidait avec le vol de médicaments au travail, a clairement montré qu'il s'agissait de recherches à des fins criminelles. Lors de son témoignage, Madison a finalement pris la parole pour sa propre défense. C'était contre l'avis de son avocat, mais elle a insisté sur le fait qu'elle devait raconter sa version de l'histoire. Ce qu'elle a dit pendant 3 jours de témoignage n'a fait qu'aggraver son cas. Madison a prétendu qu'elle n'avait initialement eu l'intention que de me rendre malade, pas de me tuer. Elle a dit qu'elle pensait que si j'avais un épisode cardiaque mineur, nos parents verraient enfin à quel point j'étais fragile et cesseraient d'attendre autant de moi en termes de responsabilité familiale et de réussite. Je voulais juste que Sharon comprenne ce que ça faisait de ne pas être parfaite pour une fois, a témoigné Madison. On la félicitait toujours d'être forte et de si bien gérer sa maladie. Je pensais que si elle avait une petite frayeur, peut-être que papa et maman la dorloteraient un peu, et que je pourrais aussi avoir de l'attention. Mais lors du contre-interrogatoire de Shane, l'histoire de Madison s'est complètement effondrée. Mademoiselle Patterson, si vous n'aviez l'intention que de rendre votre sœur un peu malade, pourquoi avez-vous fait des recherches sur des combinaisons de médicaments mortels, a demandé Shane. Je voulais m'assurer que je ne lui donnais pas accidentellement quelque chose qui pourrait vraiment lui faire du mal, a répondu faiblement Madison. Mais votre historique de recherche sur Internet montre que vous avez recherché des doses létales de médicaments pour le cœur et comment provoquer une crise cardiaque chez une jeune personne. Comment cela correspond-il à votre affirmation selon laquelle vous ne vouliez que la rendre un peu malade ?
Madison a fondu en larmes à la barre. Je ne sais pas. J'étais confuse et en colère, et Travis n'arrêtait pas de me pousser à avoir plus grand. Je ne voulais pas vraiment la tuer. Mademoiselle Patterson, vous avez envoyé un message texte à Travis disant, et je cite, « Une fois que Sharon sera partie, nous aurons tout ce que nous avons toujours voulu. » Comment expliquez-vous cela? Le sang-froid de Madison a complètement volé en éclats. Je fantasmais juste. Je ne le pensais pas littéralement. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Quand ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation aux tentatives de meurtre au premier degré, vol et complot, Madison s'est effondré sur sa chaise. Mes parents se sont précipités pour la réconforter pendant que j'étais assise dans la section des victimes, sentant enfin que la justice pourrait être rendue. Travis a témoigné que Madison avait dit qu'elle en avait assez que Sharon reçoive toute l'attention et l'argent de papa et maman à cause de son stupide problème de cœur. Elle se sentait en droit de toucher l'argent de l'assurance et voyait ma condition médicale comme une opportunité, plutôt que comme quelque chose méritant de la sympathie. Madison a finalement été reconnue coupable de tentative de meurtre au premier degré et condamnée à 15 ans de prison. Travis a reçu 7 ans en tant que complice. Le juge a qualifié cela de l'une des tentatives de sororicide les plus insensibles et préméditées qu'il ait jamais vues. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant intéressant, car le karma avait ses propres plans pour ma famille. La phase de détermination de la peine est celle où les choses sont devenues vraiment laides entre moi et mes parents. Lors des déclarations d'impact de la victime, j'ai parlé de la façon dont la tentative de meurtre avait affecté chaque aspect de ma vie, ma santé, ma capacité à faire confiance aux gens, ma carrière, et mes relations. J'ai parlé des crises de panique que j'avais maintenant en prenant des médicaments, de la thérapie dont j'avais besoin pour surmonter le traumatisme, et de la façon dont je regardais maintenant chaque flacon de pilule avec suspicion et peur. Mes parents, cependant, ont choisi d'utiliser leur opportunité de s'exprimer lors de la sentence pour plaider la clémence pour Madison. Ma mère s'est levée et s'est adressée directement au juge. Votre honneur, Madison n'est pas le monstre que le procureur a dépeint. C'est une jeune femme en difficulté qui a commis une terrible erreur. Elle a été influencée par un petit ami manipulateur et souffrait de problèmes de santé mentale non traités. Elle a déjà tout perdu, son travail, sa liberté, sa réputation. S'il vous plaît, ne lui enlevez pas tout son avenir pour un seul moment de mauvais jugement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Même lors de la sentence, après des mois de preuves montrant que Madison avait prévu de me tuer, ma propre mère minimisait encore ce qui s'était passé et demandait la pitié pour ma meurtrière en puissance. Mon père a suivi avec son propre plaidoyer. Monsieur le juge, notre famille a été déchirée par cette tragédie. Nous avons déjà perdu une fille en prison. S'il vous plaît, ne rendez pas sa peine si longue que nous la perdions pour toujours. Madison a appris sa leçon, et avec un traitement et une surveillance appropriée, elle peut redevenir un membre productif de la société. Quand le juge m'a demandé si je voulais répondre aux déclarations de mes parents, je me suis levé et je leur ai parlé directement, pas au tribunal. Maman, papa, je suis aussi votre fille. C'est moi qui ai failli mourir. C'est moi qui vis maintenant dans la peur chaque jour. Mais tout au long de ce processus, vous avez montré plus d'inquiétude pour l'avenir de Madison que pour ma vie. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois comment je me remettais de ce traumatisme. Vous n'avez jamais exprimé une seule fois votre gratitude que j'ai survécu à la tentative de meurtre de votre autre fille. Je me suis tourné pour m'adresser directement à Madison. Madison, je ne te pardonne pas. Je ne te souhaite aucun bien. Je n'espère pas que tu trouveras la paix ou la rédemption. Tu as fait des recherches sur la façon de me tuer, tu as planifié mon meurtre pendant des mois, et tu l'as mis à exécution. La seule raison pour laquelle je suis en vie, c'est la chance et de bons soins médicaux. Tu mérites chaque jour de la peine que ce juge te donnera. La juge, l'honorable Patricia Williams, a été clairement émue par les preuves et les déclarations d'impact de la victime. Quand elle a prononcé la sentence de Madison, ses mots ont été cinglants. Mademoiselle Patterson, ce tribunal a vu de nombreux cas de rivalité fraternelle, de conflits familiaux, et même de violences domestiques entre membres d'une même famille. Mais rarement ai-je vu une planification aussi calculée et de sang-froid pour assassiner un membre de sa famille à des fins financières. Vos actions n'étaient pas un moment de passion ou de mauvais jugement. Elles ont été le résultat de mois de planification, de recherche, et de mesures délibérées pour mettre fin à la vie de votre sœur. La juge Williams a poursuivi, les preuves montrent que vous avez recherché les moyens les plus efficaces de provoquer la mort de votre sœur, tout en faisant en sorte que cela paraisse accidentel.
vous avez volé des médicaments sur votre lieu de travail, vous avez violé vos responsabilités professionnelles, et vous avez manipulé la dynamique familiale pour vous positionner comme la sœur éplorée qui bénéficierait de la mort de votre victime. Cela représente un niveau de préméditation et d'insensibilité qui exige la plus grande sévérité de la loi. Madison a finalement été reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré et condamné à 15 ans de prison. Travis a reçu 7 ans en tant que complice. Le juge a qualifié cela de l'une des tentatives de sororicide les plus insensibles et préméditées qu'il ait jamais vues. Les suites de la condamnation ont été le moment où ma relation avec mes parents s'est complètement désintégrée. Ils étaient furieux contre moi pour ne pas avoir fait preuve de pitié lors de ma déclaration d'impact et pour ne pas avoir plaidé auprès du juge pour une peine plus légère pour Madison. Tu aurais pu demander la clémence, a dit froidement ma mère en quittant le tribunal. Tu aurais pu dire au juge que tu lui pardonnais et que tu voulais qu'elle reçoive de l'aide au lieu d'une punition, mais tu as choisi la vengeance à la place. J'ai choisi la justice, ai-je répondu. Il y a une différence. Mon père a secoué la tête. Nous t'avons mieux élevé que ça, Sharon. La famille doit pardonner à la famille. Avez-vous élevé Madison pour qu'elle tue sa famille, ai-je rétorqué. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas volé 20 €, ni accidenté la voiture, ni été surprise en train de fumer de l'herbe. Elle a essayé de me tuer. Et vous deux, vous avez passé plus de temps à être en colère contre moi pour avoir survécu, qu'à être en colère contre elle pour avoir tenté un meurtre. Ce fut la dernière conversation civilisée que j'ai eue avec mes parents pendant des mois. 6 mois après la condamnation de Madison, mes parents étaient confrontés à de graves difficultés financières. Les frais de justice de sa défense avaient épuisé leurs économies, et l'entreprise de mon père était en difficulté à cause de la publicité négative du procès. Les nouvelles locales avaient largement couvert l'histoire, et les habitants de notre petite ville n'étaient pas pressés de faire des affaires avec la famille d'une meurtrière en puissance. Ma mère m'a appelé un soir, en pleurant. Sharon, ma chérie, nous avons besoin d'aide. La maison va être saisie, et l'entreprise de ton père fait faillite. Nous savons que nous n'avons pas été les meilleurs parents dans toute cette affaire, mais tu es la seule à pouvoir nous aider maintenant. Je l'ai écouté plaider pour une aide financière, expliquant comment ils avaient tout perdu en essayant de sauver Madison. Elle voulait que je contracte des prêts ou que j'utilise mes économies pour les aider à garder leur maison. Maman, dis-je calmement, Madison a essayé de me tuer, et vous m'avez tous les deux demandé d'étouffer l'affaire pour la protéger. Vous vous souciez plus de sa réputation que de ma vie. Pourquoi penserais-tu que je vous aiderais maintenant? Parce que nous sommes une famille, a-t-elle pleuré. La famille est de la famille. Tu as raison, ai-je répondu. La famille devrait aider la famille. Où était cette énergie quand ta fille essayait de me tuer? J'ai raccroché et bloqué leur numéro. 2 mois plus tard, mes parents ont perdu leur maison. L'entreprise de mon père a fait faillite, et ils ont dû déménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le stress de tout cela a provoqué une dépression nerveuse chez ma mère, et elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Pendant ce temps, j'ai reçu une lettre de Madison de prison. Elle était enfin prête à s'excuser. Pas les fausses larmes et la manipulation d'avant, mais ce qui semblait être un remords sincère. Sharon, disait la lettre. Je sais que je ne peux pas défaire ce que je t'ai fait. J'étais jalouse, stupide, et avide. J'ai laissé Travis me convaincre que tu étais la raison pour laquelle nos parents ne me prêtaient jamais attention, et j'ai cru que me débarrasser de toi résoudrait tous mes problèmes. Je vois maintenant à quel point cette pensée était folle et maléfique. Je n'attends pas de pardon, et je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point je t'ai blessé, et je suis sincèrement désolé. La lettre continuait sur 3 pages, détaillant comment la prison lui avait donné le temps de réfléchir à ses actions et comment elle avait vu un thérapeute pour comprendre sa jalousie et son ressentiment. Elle ne me demandait rien, pas de visite, pas d'argent pour la cantine, rien. C'était juste des excuses. Je lui ai répondu une fois. Je lui ai dit que même si j'appréciais ses excuses, le pardon n'était pas quelque chose que j'étais prête à envisager. J'ai expliqué comment ces actions avaient détruit non seulement notre relation, mais aussi ma relation avec nos parents et ma capacité à faire confiance aux gens en général. Je lui ai fait savoir que j'espérais qu'elle utiliserait son temps en prison pour devenir une meilleure personne, mais que je ne ferais pas partie de ce cheminement. 1 an après la fin du procès, j'ai reçu un appel inattendu d'un avocat. Apparemment, mes parents m'avaient inscrite comme bénéficiaire de leur police d'assurance vie il y a des années, et ne l'avaient jamais changé.
Mon père avait subi une crise cardiaque massive, l'ironie ne m'a pas échappé et ma mère était morte dans un accident de voiture à peine 2 mois plus tard. J'ai hérité de tout ce qu'ils avaient laissé, ce qui, certes, n'était pas grand-chose après tous les frais de justice et les problèmes financiers, mais cela incluait les polices d'assurance vie qui totalisaient près de 400 000 €. L'avocat m'a également informé que Madison serait éligible à la libération conditionnelle dans 8 ans avec une bonne conduite, mais qu'elle avait signé des documents légaux renonçant à toute prétention sur l'héritage ou tout futur patrimoine familial. Elle avait également écrit une lettre officielle à me remettre à la mort de nos parents. Dans cette lettre, Madison écrivait « Sharon, je sais que la mort de nos parents doit être dévastatrice pour toi, et je suis désolé que tu doives gérer cela seul. Je sais aussi que l'argent que tu hérites est de l'argent que j'ai essayé de te voler par le meurtre. Je veux que tu saches que je renonce à tous mes droits sur cet argent, librement et sans ressentiment. J'espère que tu l'utiliseras pour te construire une belle vie, loin de la douleur que notre famille t'a causée. Tu méritais de meilleurs parents et une meilleure sœur que ce que tu as eu. Aujourd'hui, 3 ans après le procès, j'ai complètement reconstruit ma vie. J'ai déménagé à l'autre bout du pays, à Seattle, j'ai utilisé une partie de l'héritage pour acheter une petite maison, et j'ai lancé ma propre entreprise de conseil en marketing. Jake et moi sommes maintenant fiancés, et il a été incroyablement solidaire à travers tout cela. Je prends toujours mon médicament pour le cœur tous les jours, mais maintenant j'ai une boîte à médicaments verrouillée dont je suis la seule à avoir la combinaison. J'ai dû travailler sur de nombreux problèmes de confiance avec un thérapeute, mais je vais mieux. Madison a encore 7 ans de peine à purger. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle a été une détenue modèle, qu'elle a obtenu son diplôme d'équivalence du secondaire, et qu'elle prépare un diplôme universitaire grâce à un programme carcéral. Une partie de moi espère qu'elle a vraiment changé, mais je n'ai aucune intention de le découvrir personnellement. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ne pas avoir aidé mes parents quand ils étaient en difficulté financière, ou si je regrette de ne pas avoir fait preuve de plus de pardon envers Madison. La réponse est non, dans les 2 cas. Mes parents ont choisi de protéger ma meurtrière en puissance, plutôt que leur victime. Ils ont accordé plus de valeur à l'avenir de Madison qu'à ma vie et à ma sécurité. Lorsque les conséquences de ce choix les ont rattrapés, je n'ai ressenti aucune obligation de les protéger de ces conséquences. Quant à Madison, une tentative de meurtre n'est pas une erreur ou un moment d'égarement. C'est un choix délibéré de faire passer ses propres désirs avant la vie d'une autre personne. Le fait qu'elle soit ma sœur ne change rien à cela, et ne m'oblige pas à lui pardonner. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de lien du sang ou de génétique commune. C'est une question de personnes qui accordent de la valeur à votre vie et à votre bien-être, qui vous protègent lorsque vous êtes vulnérable, et qui célèbrent vos succès au lieu de les jalouser. Selon cette définition, Jake est plus une famille pour moi que Madison ou mes parents ne l'ont jamais été. La partie la plus tordue de toute cette expérience, c'est que Madison a obtenu exactement ce qu'elle prétendait vouloir, toute l'attention et les ressources de mes parents. Ils ont dépensé leurs économies, leur santé, et finalement leur vie, à gérer les conséquences de ces actes. Elle a juste dû détruire sa propre vie, et presque mettre fin à la mienne, pour l'obtenir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qu'il n'inclut pas les personnes qui ont essayé de me tuer, ni celles qui ont essayé de couvrir leurs actes. Certains ponts sont faits pour être brûlés, et certains liens familiaux sont faits pour être rompus. 3 ans plus tard, je ne suis plus la même personne qu'avant que Madison n'échange mes pilules. Je suis plus dure, plus prudente, et plus lente à faire confiance. Mais je suis aussi plus forte, plus indépendante, et absolument certaine de ma propre valeur. Je sais maintenant que je n'ai pas à accepter les mauvais traitements simplement parce qu'ils viennent de la famille, et que je n'ai pas à me mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Madison voulait me voir disparaître pour pouvoir prendre ma place en tant que centre d'attention et bénéficiaire des ressources de nos parents. Au lieu de cela, elle a disparu en prison. Nos parents se sont détruits en essayant de la sauver. Et j'ai hérité de la vie qu'elle pensait lui revenir de droit. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de bien vivre, pendant que les personnes qui ont essayé de vous détruire font face aux conséquences naturelles de leur choix. Madison passera les 7 prochaines années à réfléchir à la façon dont sa jalousie et son avidité lui ont tout coûté, pendant que je construis la vie qu'elle a essayé de me voler. Et honnêtement, cela ressemble à la justice.